Bonjour à tous et bienvenue sur cette journée mensuelle de conférences FXCM et DailyFX. On va commencer donc cette journée par notre intervention, celle de professeurforex.com, qui va donc parler des positions des banques sur le Forex au premier semestre et aussi de leurs prévisions à fin d'année. Et on va également parler des derniers conseils des banques. On va expliquer que c'est une partie de notre métier de rassembler et de diffuser les conseils que les grandes banques peuvent publier. Mais avant toute chose, je vais vous demander sur le chat de confirmer que le son et l'image sont OK. Et ensuite, on va pouvoir démarrer avec la présentation de ce webinaire, son sommaire, et ensuite on entrera dans le vif du sujet. Voilà, alors avant de démarrer, OK. Alors je commence à recevoir les premières confirmations que la qualité est OK. On va donc pouvoir démarrer. Alors, professeurforex.com tient un webinaire hebdomadaire sur la salle de trading live de DailyFX. Voilà, tout le monde me répond que c'est OK. Je vous remercie à tous ceux qui ont pris le temps de me confirmer que le son et l'image sont OK. Ensuite, donc voilà. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du portefeuille des banques. C'est un service édité par professeurforex.com. Professeurforex.com est un partenaire de DailyFX et de FXCM. D'ailleurs, comme je vous le disais précédemment, on intervient tous les lundis à 16 h dans la salle de trading de DailyFX. La plupart d'entre vous doivent donc être habitués au sujet du webinaire d'aujourd'hui. Pour ceux pour lesquels ce n'est pas le cas, je vais rappeler quelques principes. Donc on parle du portefeuille des banques. C'est tout d'abord un service que professeurforex.com édite et qui est offert aux clients FXCM. Notre travail dans ce cadre, c'est de rechercher, de compiler et de diffuser auprès de nos clients des positions Forex conseillées par les grandes banques. Essentiellement, c'est des positions swing et moyen terme. Alors ça peut être des positions conseillées par les grandes banques à leurs clients via les portails de recherche économique et technique des banques. Ça peut être également de la communication des banques. Parfois quand les banques prennent des positions elles-mêmes sur le Forex, elles communiquent là-dessus. Il y a différents moyens de trouver ces informations. C'est pas des informations secrètes entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas les traders des banques qui nous appellent pour nous donner des tuyaux, c'est simplement un travail de recherche et de compilation très éclairé. On a donc 10 paires de devises dans ce portefeuille des banques et ça couvre environ 17 banques, c'est variable, parfois certaines banques ne s'expriment pas pendant plusieurs mois. Et dans ce service que nous proposons, on a aussi un portefeuille réel qui est basé sur les conseils des banques et qui est géré par notre équipe. C'est-à-dire que ce qu'on conseille à nos clients, c'est d'opérer une sélection dans les conseils des banques parce que les conseils venant de plusieurs sources, 17 banques, on l'a vu, il est tout à fait possible qu'on ait au même moment deux conseils contraires dans le portefeuille. Par exemple, une banque qui conseille l'achat et une banque qui conseille la vente pour la même paire de devises sur le même horizon temporel. Donc dans ce cas, il faut forcément faire un choix et c'est donc ce qu'on invite nos clients à faire, notamment en diffusant des analyses détaillées des performances des banques. C'est ce qu'on va voir aussi au cours de ce webinaire, et cet exercice, notre équipe s'y prête donc avec un portefeuille réel qui est basé sur une sélection des conseils des banques et on va également parler de ce portefeuille réel dans l'intervention d'aujourd'hui. Alors justement, au sujet de l'intervention d'aujourd'hui, je vous présente le programme, le sommaire. On va d'abord analyser les performances des banques du premier semestre, voir les performances détaillées des banques, le classement des banques qui sont incluses au portefeuille des banques, leur classement par devise. On va essayer de voir s'il n'y a pas certaines banques qui sont meilleures que d'autres sur certaines paires et au contraire plus mauvaises que d'autres sur d'autres. C'est justement ça qu'on conseille à nos utilisateurs de faire. On va aussi parler du portefeuille réel. On va tout simplement vous montrer quels sont les résultats, analyser les performances détaillées de ce portefeuille réel. On va aussi, dans une troisième partie, parler des prévisions. Cette fois, on ne parle pas de conseils, on parle de prévisions des banques, les prévisions à fin d'année.
quels sont les cours prévus par les principales banques pour la fin de l'année. Alors là, c'est plus facile à trouver ces informations-là. Donc on a plus de 17 banques dans cette étude qu'on va donc vous présenter aujourd'hui. J'ai quelques personnes qui me parlent de coupures. Alors les problèmes peuvent tout à fait venir d'ailleurs que de chez moi. Donc n'hésitez pas à me le signifier si vous avez effectivement des problèmes. Si ça vient de tout le monde, je pourrais éventuellement confirmer que ça vient de chez moi, si c'est des cas isolés. C'est pas de mon côté. Ok. Donc on va pouvoir continuer. Donc voilà pour le programme du jour. Donc je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet et de consulter les performances des banques depuis le début de l'année 2016. On va donc tout de suite commencer. Voilà, vous avez sous les yeux le classement des banques depuis début 2016. On voit que c'est la banque Morgan Stanley qui a affiché la performance la plus importante avec 1105 pips encaissés. Alors on me dit que le chat ne marche pas, mais moi je reçois vos messages, donc il y a pas de souci. Moi je reçois vos messages. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. En temps voulu, je les répéterai et j'y répondrai. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat, même si vous avez des soucis apparents de votre côté. Moi je reçois visiblement tout ce que vous y publiez. Donc voilà, je reviens à notre classement. On a donc sous les yeux le classement des banques depuis début 2016. Alors je rappelle que notre travail se base sur une petite fraction de ce que les banques font sur le Forex. On n'a bien sûr pas toutes les informations. On a beaucoup de positions, mais c'est pas représentatif de la totalité. Donc c'est plus à voir comme un réservoir de conseils qu'autre chose. Donc la banque la plus performante depuis le début de l'année, c'est Morgan Stanley avec 1105 pips encaissés. La deuxième, c'est Crédit Suisse avec 1092 pips encaissés. La troisième, Citi avec 741 pips encaissés, etc. Alors déjà, ce qu'on peut conclure de ça, c'est qu'on peut faire une première analyse. On peut se dire, bon bah voilà, il y a des banques qui gagnent des pips, il y a des banques qui perdent des pips. On va essayer de se concentrer sur les banques qui gagnent des pips. C'est déjà la première réflexion, peut-être un peu trop simpliste, mais qu'on peut se faire quand on analyse les performances des banques. Donc déjà, quand on utilise le portefeuille des banques, il faut déjà prendre conscience que... Alors on me fait des commentaires sur le chat, j'essaye de voir si je peux pas régler le problème de mon côté. Ok, non, écoutez, je suis désolé, mais de mon côté, tout est ok, le chat est ouvert, le chat est bien en ligne et je reçois effectivement vos messages. Donc on va pouvoir continuer comme ça. Vous le voyez peut-être pas de votre côté, mais moi je reçois effectivement vos messages. Donc voilà pour ce classement général des banques depuis le début de l'année 2016. Tout ça pour vous montrer que déjà il y a peut-être une première sélection à opérer. On peut se dire il y a des banques tout simplement qui sont plus performantes que d'autres et il faut peut-être s'intéresser plus en détail à leurs conseils qu'aux banques qui perdent de l'argent évidemment. Alors c'est une réflexion un peu trop simpliste, d'autant plus que comme on le répète souvent en trading, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais c'est déjà un début d'analyse qu'on va pouvoir affiner avec différents classements. Donc justement là le deuxième classement, on voit sur les 3 derniers mois que on a toujours Morgan Stanley qui est dans le trio de tête, mais on a quand même un classement qui change pas mal. Donc déjà, voilà, on me dit son, image et chat 5 sur 5, ok parfait. Donc effectivement, il y a certains d'entre vous qui ont des problèmes de réception, mais visiblement c'est lié à votre côté. Alors, on va donc continuer. Donc là, je vous ai présenté précédemment le classement des banques depuis le début 2016. Là, le classement des banques sur les 3 derniers mois. Bon voilà, ce qu'on peut voir, c'est que le classement change et qu'il y a certaines banques qui peuvent afficher des performances largement négatives. Par exemple, UOB, on voit que sur les 3 derniers mois, les conseils qu'elle a envoyés débouchent sur un bilan de moins 1425 pips. D'où l'intérêt
de faire des choix dans ce portefeuille des banques, et c'est là tout l'intérêt, c'est à mi-chemin entre un service de signaux de trading et un service d'analyse, parce que les services de signaux de trading, en général, il ne faut pas trop réfléchir, il faut tout simplement recevoir les signaux et les répliquer sur son compte. Là, c'est différent, il y a un travail à faire de la part des utilisateurs, c'est un réservoir de conseils dans lequel il faut piocher intelligemment. Et l'autre particularité de ces conseils des banques, c'est que tous les conseils, c'est des conseils de swing trading et de moyen terme. Il y a des positions qui sont tenues plusieurs semaines, c'est aussi quelque chose d'original dans le monde des signaux de trading. Généralement, on s'intéresse plus à de l'intraday, voire à du scalping. Voilà sur les 3 derniers mois. Maintenant, le classement sur le mois précédent. On voit que sur les 3 derniers mois, on avait au total général perdu moins 2622 pips. Sur le mois dernier, ça commence à remonter pas mal avec 594 pips d'encaissés. On a vu d'ailleurs que depuis le début de l'année 2016, il y a une performance générale du total des conseils de 310 pips. Alors on me demande l'origine de ces conseils. Est-ce que ces conseils sont destinés aux clients des banques? Oui, dans certains cas, toutes les banques ont des portails d'information et de recherche économique. Alors en général, c'est assez mal fait. En général, c'est pas des articles. En général, c'est des PDF à télécharger. C'est pas très ergonomique. Il faut naviguer sur beaucoup de sites pour trouver tous ces conseils, mais disons qu'on va dire que c'est des informations qui sont plutôt publiques. Il faut bien creuser pour les trouver, mais c'est des informations qui sont publiques. Et oui, donc à l'origine, c'est destiné aux clients de ces banques, alors qu'ils soient institutionnels ou particuliers. C'est en fonction des conseils. Nous, on met tout dans le même sac, que ce soit des positions prises par les banques ou des conseils envoyés à leurs clients. On met tout dans le même sac. L'idée, je le rappelle, c'est pas de savoir quand les banques vont agir pour profiter d'une éventuelle influence des banques. L'idée, c'est tout simplement d'avoir un réservoir de conseils de sources variées pour pouvoir générer soi-même des idées de trading. Donc voilà pour ce classement des banques. On va maintenant voir ce classement sous un autre angle. Là, on a vu le classement par banque. Maintenant, on va voir le classement des banques par devise sur les 3 paires de devises majeures. Et on voit là aussi qu'il y a pas mal de conclusions à tirer, parce que certaines banques qui étaient assez bas dans le classement général, elles peuvent se retrouver assez haut sur certaines paires de devises. Et c'est ça, le travail que nos utilisateurs font, c'est d'essayer en permanence d'analyser les performances des banques pour essayer en gros de voir quelle est la banque la plus performante en ce moment sur telle paire de devises. C'est souvent comme ça chez les traders. Pour ceux d'entre vous qui sont traders actifs, vous le savez, parfois à certaines périodes on arrive entre guillemets à bien comprendre une paire de devises et tout est facile, et à d'autres il n'y a rien qui marche. Et c'est pareil pour les banques. Derrière les conseils qu'elles donnent, il y a des analystes, et il y a des périodes où ça marche bien pour elles, pour certaines paires, et d'autres où ça marche moins bien. On a donc ce qu'on appelle le centre d'analyse des performances sur notre espace membre, pour que nos clients et nos utilisateurs puissent analyser eux-mêmes en détail ces performances et créer leur propre filtre de choix, entre guillemets, dans tous ces conseils qui sont diffusés dans le portefeuille des banques. Je rappelle également que si ça vous intéresse de regarder plus en détail ces performances, déjà, vous pouvez y avoir accès via l'offre d'essai de 7 jours qui est disponible sur notre site. Offre d'essai gratuite sans carte bleue, ça vous permet de naviguer comme un client pendant 7 jours sur le site. Bien sûr, les clients FXCM y ont accès gratuitement dans son intégralité à ce service. Donc voilà, vous pouvez déjà aller vous-même voir sur le site de quoi il retourne. Et aussi, ce webinaire est enregistré et sera disponible sur la chaîne YouTube de DailyFX. Donc vous pourrez tout à fait y revenir dès aujourd'hui et aller mettre pause sur la vidéo pour pouvoir prendre des notes et regarder de plus près ce qui vous intéresse. On va donc continuer. Voilà, donc c'est là le classement des banques pour les 3 paires de devises majeures sur le premier semestre 2016, avec le classement depuis début 2016 et le classement sur le mois précédent.
On voit d'ailleurs que depuis début 2016, sur l'euro-dollar, il y avait une performance générale de plus 313 pips, tandis que sur le mois précédent, on a 680 pips de gagné. Ça, c'est caractéristique de ce qui se passe actuellement sur les marchés. On avait depuis le début de l'année un euro-dollar qui ne savait pas trop où il allait. Depuis le Brexit, ça a l'air un peu plus clair, et on le voit dans les performances des banques. C'est toujours plus facile de trader les marchés. Plus les marchés sont directionnels, plus c'est facile de les trader. Là, on a un marché ces dernières semaines légèrement plus directionnel sur l'euro-dollar. Ça se ressent donc dans les performances des banques qui affichent une performance supérieure sur le mois précédent que depuis le début de l'année. Voilà. Tout ça pour vous expliquer, comme je le résume ici, que les performances des conseils des banques, elles varient beaucoup en fonction des paires de devises, en fonction des banques. Toutes les banques, elles ne sont pas performantes sur toutes les paires. Et comme je voulais aussi préciser, le fait qu'il y ait plusieurs sources de conseils, plusieurs banques, ça ouvre la possibilité de positions contraires. En gros, il faut donc faire des choix, et c'est ce que notre équipe fait avec le portefeuille réel dont je vais vous parler maintenant. Je passe simplement quelques instants sur les questions et les commentaires. Alors, j'ai toujours des commentaires sur la qualité. Ils sont pas massifs, donc j'estime que ça doit être des cas isolés. On me dit que même avec des connexions de haut niveau, ça passe mal. C'est possible, mais c'est pas forcément votre connexion le problème, ni la mienne. Entre nous deux, il y a le service de diffusion en live de vidéos qu'on utilise. C'est peut-être aussi parfois que là, il y a certains... C'est parfois peut-être aussi là qu'il y a quelques aléas, en tout cas. Moi, de mon côté, la technique est OK et les commentaires, les critiques de qualité ne sont pas légion. On va donc pouvoir continuer. Excusez-moi. Donc, je vous ai parlé des performances, je vous ai parlé du fait qu'il y a beaucoup de conseils, il y a une certaine masse de conseils, et je vous ai parlé donc de la nécessité de faire des choix dans les conseils diffusés dans le portefeuille des banques. C'est donc ce que fait notre équipe avec le portefeuille réel PFX. Alors, qu'est-ce que c'est que le portefeuille réel PFX? C'est tout simplement notre équipe qui se prête à l'exercice auquel sont censés se prêter nos clients, c'est-à-dire sélectionner des conseils des banques au sein du portefeuille des banques en fonction des performances historiques et en fonction de l'analyse aussi. Quand une banque émet un conseil, on le pointe sur le graphique, le cours d'entrée, le stop, la limite, et on essaye de voir quelle est la réflexion derrière ce conseil de la banque et surtout si on est d'accord ou pas avec cette réflexion. Et donc nous, on fait ce travail. Et on passe les ordres sur un portefeuille réel dont je vais vous montrer les performances juste après, qui sera d'ailleurs possible de copier automatiquement prochainement. Donc voilà, depuis le début de l'année, ce portefeuille affiche une performance de plus 163%. Alors bien sûr, les performances sont authentifiées par un service externe que tout le monde connaît, qui s'appelle MyFXBook. Également, depuis notre site, vous retrouverez facilement le lien vers la page MyFXBook pour aller vous-même consulter, mais ces copies d'écran ont été prises ce matin, donc c'est tout à fait juste. Donc là voilà, une performance de 163% depuis le début de l'année. Ça, c'est pas forcément représentatif. Ce qui est plus représentatif, c'est les détails. Donc depuis le début de l'année, c'est 55 trades qui ont été passés. Donc on voit bien que c'est un rythme de swing trading avec une durée moyenne des trades de 3 jours. C'est typiquement les statistiques d'une stratégie de swing trading. On voit qu'il y a une profitabilité qui est à peu près à 50-50. Par contre, on voit que les gains moyens sont quasiment le double des pertes moyennes. Et vous avez ci-dessous la performance en pipe mois par mois depuis le début de l'année 2016. Donc au total, ça fait 1068 pips encaissés depuis le début de l'année 2016, là où le total du portefeuille des banques est à 310 pips. Donc voilà l'intérêt d'opérer cette sélection dans les conseils des banques. Certes, en suivant tous les conseils des banques depuis le début de l'année, on aurait gagné de l'argent, 310 pips, mais en opérant une sélection un peu plus éclairée, on peut arriver à des résultats beaucoup plus intéressants, comme ce qu'a fait notre équipe avec cette sélection
qui débouche sur une performance de 1068 pips. Voilà. C'était simplement un exemple de ce qu'on fait et c'était aussi pour vous présenter ce service, ce nouveau service qui est intégré à PFX Premium. Donc tous les clients FXCM qui ont accès au portefeuille des banques ont également accès à ce portefeuille réel et peuvent en suivre les positions. Donc c'était aussi pour vous présenter ce portefeuille qui est rendu public depuis quelques jours, mais qui tourne depuis le début de l'année. Donc voilà pour ce portefeuille que vous pouvez suivre sur notre espace membre et qui donc se base sur typiquement ce qu'on conseille de faire à notre client, c'est-à-dire choisir de façon éclairée des conseils dans le portefeuille des banques. Voilà. Alors, oui, on me dit qu'effectivement, c'est rassurant de voir les performances et l'expérience de notre équipe quand on voit les performances des banques. Mais aussi, notre objectif, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le portefeuille des banques, on a d'abord l'objectif de donner le plus de conseils possible. C'est un réservoir de conseils, c'est-à-dire quand on trouve un conseil donné par une banque, on ne cherche pas à savoir si c'est un bon conseil ou un mauvais conseil. On le diffuse parce que l'objectif premier du portefeuille des banques, c'est de fournir un réservoir de conseils swing trading et moyen terme en provenance des banques, le plus fourni possible. Donc bien sûr, derrière, c'est entre guillemets un peu normal que notre équipe affiche des performances supérieures parce qu'on fait une sélection drastique dans les conseils qu'on suit. Comme vous le voyez, il n'y a que 55 trades qui ont été passés depuis le début de l'année. Je crois qu'on doit suivre moins de 10% des positions qui sont dans le portefeuille des banques. Donc effectivement, il y a cet intérêt. Le premier intérêt du portefeuille des banques, c'est un réservoir d'idées de trading, mais c'est vrai que là, ça prend une dimension tout autre avec l'expérience et les compétences de notre équipe qui se mettent par-dessus ce portefeuille des banques pour en tirer des choses encore plus profitables. Voilà donc pour ce portefeuille des banques. Alors je rappelle encore une fois, parce que j'ai encore régulièrement des commentaires sur la qualité. La qualité que j'enregistre sera une très bonne qualité. Donc ce webinaire, vous l'avez après sa fin sur la chaîne YouTube de DailyFX. Et je rappelle également qu'il n'y a pas d'informations sensibles au temps dans ce webinaire. Donc vous avez, pour ceux qui ont vraiment une mauvaise qualité, vous ne perdrez rien à regarder l'enregistrement dans 1 heure ou 2. Voilà donc pour cette présentation du portefeuille réel. On va maintenant passer à quelque chose d'intéressant, un travail qui n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas diffusé sur notre espace membre. C'est un travail qu'on diffusera prochainement. C'est des recherches qu'on fait en interne. C'est tout simplement les prévisions des banques à fin 2016. Alors ça, les banques communiquent beaucoup là-dessus. Elles communiquent leurs prévisions pour chaque paire de devises, trimestre par trimestre. Ça, c'est assez facile à trouver. Et là, vous avez sous les yeux les prévisions à fin 2016, donc fin décembre 2016, de plusieurs banques. On a décidé de ne présenter que les 3 paires majeures. Ça couvre quand même la plupart de l'intérêt des traders. Donc là, vous l'avez deviné, en rouge, c'est les prévisions baissières et en vert, c'est les prévisions haussières. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à énoncer les prévisions de façon détaillée. Vous pourrez y revenir avec la vidéo. Je vais vous présenter la deuxième partie des prévisions et on va passer tout de suite donc au tableau d'analyse de ces prévisions pour justement voir statistiquement quelles sont les prévisions du total des banques. Voilà. Donc sur euro-dollar, la prévision moyenne générale pour fin 2016, c'est 1,0854. Donc par rapport au cours actuel, c'est une baisse qui est prévue. Pour l'euro-dollar, on a 22 prévisions baissières dans ce sondage, entre guillemets, même si on est allé nous-mêmes chercher l'information. On a 22 prévisions baissières, 4 prévisions haussières seulement. La moyenne des prévisions haussières, elle se situe à 15,25. La moyenne des prévisions baissières, elle se situe à 1,0645. La prévision la plus haute, toujours pour euro-dollar, c'est 1,18 et la plus basse, c'est la parité, 1 euro pour 1 dollar. Voilà pour ces prévisions. Sur euro-dollar, sur le dollar-yen, c'est des prévisions haussières essentiellement. On voit qu'on a 18 prévisions haussières
contre 7 prévisions baissières. La moyenne générale, c'est 104,65. Je rappelle qu'on parle des prévisions à fin 2016. La moyenne des prévisions haussières, c'est 107,45. La moyenne des prévisions baissières, c'est 97. Donc il y a quand même une fourchette assez importante. Également sur l'euro-dollar, comme on le voit. Et enfin, la prévision la plus haute sur le dollar yen, c'est 122. Et la plus basse, c'est 87. Vous pourrez aller retrouver facilement dans la vidéo qui est à l'origine de ces prévisions, la plus haute et la plus basse. En ce qui concerne GBP/USD, on a aussi un clivage clair entre les prévisions baissières qui sont au nombre de 20 et les prévisions haussières qui sont seulement 3, avec une moyenne des prévisions, une moyenne baissière bien sûr à 1,2766, la moyenne des prévisions baissières 1,2521 et la moyenne des prévisions haussières 1,44. Comme on le voit, il y a aussi une bonne différence entre la prévision la plus haute et la prévision la plus basse. Je vois quelques questions sur les détails des performances du portefeuille réel. Je rappelle que c'est diffusé sur MyFXBook, donc vous allez sur professeurforex.com, dans le menu vous cliquez sur PFX Premium, vous arrivez sur la page de présentation du service et vous allez pouvoir rapidement retrouver le lien vers la page MyFXBook. Donc si vous voulez aller étudier ça, y compris l'historique complet de toutes les positions qui ont été passées depuis le début de l'année, vous pouvez y aller tranquillement directement sur MyFXBook. Au moins vous serez sûr là que les performances sont authentifiées et réelles. Voilà pour ces prévisions, à fin d'année 2016. On va maintenant passer à un autre sujet. Après, on va prendre des questions, on va essayer d'ouvrir un peu la discussion, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup d'informations à vous donner, mais finalement elles sont passées assez vite. On va peut-être revenir sur certains points. Là, ce que je vous propose de faire, c'est un exercice auquel on se prête tous les lundis. Alors on me demande le portefeuille réel et de quel capital à la base. Ça, c'est une information qu'on a décidé de ne pas diffuser. Par contre, vous avez les performances en pourcentage, et quand le portefeuille sera possible d'être suivi, d'être copié automatiquement, il y aura aussi une gestion des quantités. C'est-à-dire que vous pourrez aussi voir que notre équipe, sur certaines positions, elle y va un peu plus fort que sur d'autres. Il y a aussi ça sur quoi on joue, sur le degré de confiance dans le conseil. Certains conseils sur lesquels on va appuyer peut-être moins fort que d'autres. Tout ça, c'est appelé à se développer dans les prochaines semaines. Pour l'instant, c'est déjà possible de suivre toutes ces positions parce qu'on les diffuse à nos clients, mais ensuite on va pouvoir simplifier encore les choses et vous pourrez copier automatiquement ces signaux directement sur un compte de trading réel. Alors j'en reviens à la suite du webinaire. Je vous expliquais, pardon, alors on a glissé, voilà. Je vous expliquais qu'on va se prêter à l'exercice auquel on se prête tous les lundis après-midi. Je rappelle que professeurforex.com intervient tous les lundis à 16h sur la salle de trading DailyFX. Et qu'est-ce qu'on fait tous les lundis? On passe en revue l'intégralité des conseils des banques qui sont disponibles dans le portefeuille, et on pointe sur les graphiques plus en détail les plus récentes positions. C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Vous voyez, on a 5 positions sous les yeux, des positions qui ont été enregistrées dans le portefeuille entre le 25 et le 28 juillet. Donc c'est des positions très récentes, et on va donc passer sur les graphiques pour chacune de ces positions et pointer les derniers conseils. Ça vous montre un peu le travail qu'on fait nous-mêmes de notre côté quand on choisit les positions, et le travail que sont censés faire nos clients, c'est-à-dire on reçoit un conseil, on le pointe, déjà on vérifie dans les performances si en ce moment la banque n'est pas particulièrement mauvaise sur cette paire de devises. Si ce n'est pas le cas, on va pointer sur les graphiques les seuils conseillés par cette banque, cours d'entrée, objectif et stop, et on va essayer de se mettre à la place de la banque et voir si ce conseil repose sur des éléments d'analyse tangibles, et si on peut être d'accord ou non avec ce conseil pour éviter de le suivre aveuglément. Alors,
Comme on le voit, là, on a 5 conseils, hein. On a un conseil vendeur de Citi sur GBP/USD. C'est intéressant en plus parce que c'est un conseil de long terme, hein, qui a été ouvert hier, hein. Donc c'est vraiment tout frais et vraiment utilisable, hein. Pour le dollar yen, c'est un conseil qui date du 27 juillet, un conseil vendeur de moyen terme de la part de Citi également. Pour le dollar contre le franc suisse, c'est une position de Crédit Suisse qu'on va étudier, qui a été une position acheteuse, qui a été enregistrée hier, hein, dans le portefeuille. Pour AUD/USD, c'est un tout petit peu plus ancien, hein. La dernière position qu'on a en portefeuille date du 25 juillet. C'est une position vendeuse de Crédit Agricole. Et enfin, Citi, hein, qui a été très actif ces derniers jours, une position acheteuse sur USD/CAD enregistrée hier, hein. Donc là, on va maintenant passer sur la plateforme, hein, et on va pointer une par une ces positions, hein, et essayer de réfléchir, hein, à la réflexion, à l'analyse, hein, que la banque a développée, hein, pour pouvoir arriver à ce conseil. Voilà. Alors, je vais prendre de mon côté les positions. Voilà. Alors, simplement, hein, pour vous prévenir, là, j'ai d'un côté, hein, les positions pour que je puisse les pointer sur les graphiques et de l'autre côté les graphiques. Donc, si vous avez des commentaires dans les prochaines minutes, hein, je les verrai pas tout de suite, hein. Je vais d'abord, hein, pointer une première position et j'irai voir, hein, s'il y a des questions. Donc là, on est devant un graphique horaire de GBP/USD. Le conseil est émis par Citi. Un cours d'entrée à 1,3186 et un ordre de vente, hein. On va donc pointer le cours d'entrée de 1,3186. Voilà. Ça va être plus lisible. Cours d'entrée de 1,3186, pardon. Objectif 1,20. Alors, une position de long terme, donc excusez-moi, on va passer de données horaires à données journalières. Ça sera très certainement plus simple pour pointer la position. Donc, on avait dit objectif 1,20. Un objectif quand même ambitieux, hein, entre 1,3186 et 1,20, hein, vous savez faire le calcul, hein. Il y a plus de 1000 pips, hein. Donc c'est quand même vraiment ce qu'on appelle, hein, une position, enfin c'est ce qu'on peut considérer, hein, une position qui va rester peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans le portefeuille. Donc voilà l'objectif 1,20. Je le pointe, hein, c'est toujours plus clair quand on a les seuils pointés graphiquement. Le stop est à 1,36. Donc alors, la première chose, quand on étudie un conseil, hein, qu'on n'a pas décidé soi-même, hein, c'est est-ce que la gestion du risque est cohérente, hein. Là, on voit visuellement que effectivement le stop est plus serré que l'objectif, hein. C'est le premier filtre, hein, quand on s'intéresse, hein, au conseil des autres, hein, c'est de voir si la gestion du risque, hein, le premier facteur à prendre en compte pour un trader, hein, respecte les règles élémentaires, hein. Là, c'est le cas, hein, on voit que le stop est pas mal plus serré que la limite, hein. On voit concernant l'objectif des 1,20 que c'est un objectif qui n'a pas été touché, hein, depuis plusieurs années, hein. Là, je crois même pas qu'on remonte assez loin, hein, pour voir, hein, la dernière fois qu'on a touché les 1,20, hein. Donc voilà, un conseil vraiment de long terme et avec plusieurs pauses, hein, qui sont possibles, hein, dans le cadre de cette baisse, hein. Je vous rappelle que là, on est sur un graphique journalier, hein. Chaque bougie représente une journée, hein, donc il y a vraiment beaucoup de temps qui peut se passer, hein, avant qu'on arrive à atteindre l'objectif des 1,20, hein, comme vous le voyez, hein. On avait passé, avant la chute, hein, liée au Brexit, hein, on avait passé quand même depuis le début de l'année 2016, hein, dans un canal, hein, assez horizontal, hein, sur GBP/USD. Donc c'est possible, hein, qu'on ait une phase, hein, de plusieurs mois, hein, encore comme ça autour des 1,30, hein, avant qu'on marque une nouvelle vague de baisse.
Donc c'est ce que je voulais souligner, hein, c'est que dans le portefeuille des banques, hein, il y a vraiment des positions qui sont vouées à être tenues, hein, plusieurs semaines. Hein. C'est une des originalités, hein, de ce service de conseil. C'est assez difficile généralement de trouver des conseils sur de tels horizons de temps. Hein. C'est facile de trouver des gens qui donnent leur avis, hein, en day trading ou en scalping. Hein. Par contre, à moyen terme, hein, et en swing trading, hein, c'est assez plus rare. Hein. C'est pour ça aussi que ce service est intéressant, hein, et peut être utile, hein, même à ceux qui ont de l'expérience, hein, parce que c'est toujours utile, hein, de voir une masse de conseils, hein, qui viennent des autres, hein, surtout quand on a des périodes où les banques sont très actives. Hein. Parfois on a 5-6 positions ouvertes, hein, sur la même paire de devises. Et dans ce genre de cas, ça peut carrément nous aider à l'analyse, hein, parce que si plusieurs banques ont le même objectif, ou si plusieurs banques sont rentrées sur le même seuil, ou si plusieurs banques ont le même stop, ça veut forcément dire quelque chose. En tout cas, ça veut dire qu'on doit s'intéresser à ce seuil et aller vérifier par nous-mêmes à quoi il correspond. Hein. Donc ça peut être aussi, hein, une béquille à l'analyse, hein, ce réservoir de conseils. Voilà donc pour ce conseil de long terme GBP/USD émis par Citi, hein, cours d'entrée 1,3186, une position très récente. Hein. Là, on peut estimer, hein, qu'effectivement, on va avoir pas mal d'obstacles, hein, sur notre chemin. Hein. On pense notamment au seuil très psychologique des 1,30 et au seuil très psychologique également des 1,25. Hein. Autour de ces seuils, hein, on devrait faire des pauses, hein, avant de pouvoir, dans quelques semaines, voire quelques mois, espérer toucher les 1,20. Voilà donc, hein, ça vous donne un bon exemple, hein, du genre de position de long terme, hein, qui peut être proposé dans le portefeuille des banques. La deuxième position qu'on avait à passer en revue, alors je vais quand même voir s'il n'y a pas de questions, hein, vu que j'ai pas le panneau de questions sous les yeux. Ok, non, pour l'instant, pas de questions. On va donc passer à la deuxième position. La deuxième position que je voulais mettre en lumière avec vous concernait le dollar-yen. Voilà. Le dollar-yen, donc on va pas le prendre. Alors, on va voir l'objectif. Alors, le cours d'entrée c'est 105,66 et l'objectif c'est 100. Ok, ouais, donc le graphique en données horaires sera peut-être plus adapté. On va se mettre en H4. On coupera la poire en deux. Donc, le cours d'entrée 105,66. Donc une position qui a déjà pas mal entamé son potentiel de baisse, en tout cas qui a déjà démarré, qui a déjà commencé à être gagnante. Hein. Je rappelle que ça a été enregistré le 27 juillet, hein, il y a 2 jours, dans le portefeuille des banques. Voilà. Donc prise de position sur les 105,66, hein, on voit que c'est une position vendeuse, hein, je vous le rappelle, tout se passe bien, hein, depuis, vu qu'on est actuellement sur les 103,50 environ. Toutefois, l'objectif de la banque est plus important, hein, vu qu'elle vise le seuil psychologique des 100 points. Avec un stop sur les 107,60. Voilà. Alors la réflexion sur le stop, elle est facile à trouver. Hein. On voit qu'on a un dernier sommet important qui date du 20 juillet, hein, qui est sur les 107,48. Hein. Donc à 107,60, hein, la banque estimera que ce nouveau sommet, hein, est vraiment excédé. Hein. Et dans ces cas-là, hein, choisira de couper sa position. Ça, choisir juste au-dessus du dernier sommet pour couper une position vendeuse, hein. C'est une stratégie de base, hein, mais généralement une bonne stratégie, hein. En tout cas, on se repose sur un élément d'analyse tangible, hein, pour choisir le stop. Donc ça, c'est une bonne chose. On voit aussi sur le point d'entrée, hein, qu'on avait eu avant la prise de position, on avait marqué un support. Hein. On voit qu'on a marqué le sommet, on corrige, on marque un support sur les 105,60 environ, hein. On remonte. La banque se rend compte que on n'arrive pas à marquer de nouveau sommet, et là décide, hein, de prendre position, hein, à la vente. Hein. Alors, pardon, excusez-moi, c'est pas là qu'elle a pris position, c'est là. Hein, donc, déroulons la réflexion autrement. Voilà, la banque a pris position là. Elle repère le support des 105,66. Elle voit que on n'arrive pas à marquer un nouveau sommet par rapport au sommet précédent. Hein, donc là, on a un premier indice de fin de tendance haussière. On voit ensuite que ce seuil des 105,66
est cassé, qui était précédemment un support, il est cassé. On a donc là ce qu'on peut appeler un signal de baisse avancé. Ensuite, on baisse, on va chercher des plus bas sous les plus bas précédents. Je vous renvoie au principe élémentaire de la théorie de dos. Et on repart à la hausse et on retape sur l'ancien support des 105.66. C'est un scénario idéal de positionnement baissier et c'est là justement que la banque s'est positionnée. Donc après quelques frayeurs, vu qu'on a quand même essayé de repasser au-dessus de ce seuil, finalement, au bout de quelques heures, la banque a eu raison et on voit que la position baissière se déroule comme il faut. Donc là, on a vraiment de quoi valider la position. Il est peut-être maintenant malheureusement un peu trop tard pour la suivre, vu la baisse récente, mais là en tout cas, c'est vraiment limpide la réflexion qui se cache derrière ce conseil de la banque. C'est une réflexion très graphique. On voit que le stop se base sur le dernier sommet. On voit que la prise de position est tout à fait intelligente. Cassure de support, on attend le pullback, on prend position on prend position à la vente sur l'ancien support qui est désormais résistance. C'est vraiment comme on pourrait dire, un cas d'école que nous a déroulé la Citi. Donc là, on est sur les 103.50. On voit qu'il y a un support potentiellement qui se dessine autour de 103. D'ailleurs, on le voit qu'il y avait ici, fin du mois de juin, quelque chose qui s'était passé sur ce seuil des 103. Là, la banque vise les 100, qui est également un objectif très logique d'un point de vue graphique. On voit que ça correspond à un plus bas important, le plus bas du début du mois de juillet. Voilà, donc là, c'est vraiment une position qui est facile à expliquer, facile à argumenter et facile à valider, si seulement je vous l'avais présenté au bon moment quand on l'a enregistré dans le portefeuille le 27 juillet. Voilà donc un autre bon exemple de conseil qu'on peut dénicher dans le portefeuille des banques. Alors, comme promis, je passe sur les questions entre chaque paire de devises. Alors, on me demande si les stops et les limites sont parfois modifiés. Oui, tout à fait. Les banques envoient pas seulement des alertes pour les prises de position. Vous vous doutez bien que quand une position est vouée à être tenue plusieurs semaines ou plusieurs mois, ça a évidemment du sens de modifier le stop et la limite au fur et à mesure de la position. Donc oui, bien sûr, c'est quelque chose qui est très fréquent dans le portefeuille des banques. C'est pour ça qu'on a un système d'alerte email. On envoie entre 3 et 5 alertes de mise à jour du portefeuille des banques chaque jour à nos clients, parce qu'effectivement, c'est l'horizon de temps de ces conseils fait que effectivement, les stops et les limites peuvent être modifiés au fur et à mesure du déroulement de la position. On va passer à la troisième paire qui nous intéressait, c'était le dollar contre le franc suisse avec une position qui a été enregistrée dans le portefeuille hier. Cette fois, la banque qualifie cette position de court terme. Donc, on va pouvoir passer en données horaires et cette position était une position acheteuse. Donc, on a eu précédemment deux bons exemples. Une position GBP-USD de suivi de tendance de long terme. À ce stade, on peut pas en dire grand chose, ça semble pas être une mauvaise idée. On a vu une position dollar-yen qui semblait être une très bonne idée de la part de Citi, et là on va voir une position dollar contre le franc suisse qui s'est révélée être une mauvaise idée, une très mauvaise idée. Peu de temps après le passage de la position, le cours d'entrée c'était 98,25. La banque coupable entre guillemets, c'est le Crédit Suisse. 98,25. Voilà. L'objectif visé par la banque, c'est 99,50. On peut voir tout de suite qu'elle vise les derniers sommets. Il n'y a pas à chercher plus loin. C'est ça qui doit être derrière sa réflexion. Ensuite, le stop est à 97,64. Et ça a été frôlé de près très récemment. Voilà. Donc là, effectivement, mauvaise position. On pouvait effectivement défendre la banque en disant que le cours d'entrée sur les 98,25
avait du sens quand même, hein. On voit bien qu'autour de ce seuil des 98,25, hein, on avait eu une période de consolidation qui valide l'importance de ce seuil. Bon, on pouvait aussi se dire, hein, à charge cette fois, que bah là on avait quand même un support assez crédible, hein, sur les 98,40 et que sa cassure donnait déjà un premier signal baissier, hein. Donc pourquoi prendre position sur les 98,25? C'était discutable, hein. Je vous fais cette précision parce que bah, c'est une réflexion qu'on aurait pu avoir au moment où le conseil a été donné, hein. C'est-à-dire que là, je vous présente une position qui est perdante, mais si vous faites le travail, hein, c'est-à-dire que quand vous recevez le conseil, hein, si vous le pointez sur le graphique, vous pouvez tout à fait avoir la réflexion que je viens de faire, hein, et se dire, ah bah tiens, c'est quand même bizarre de prendre position acheteuse après la cassure d'un support qui s'est révélé important pendant plusieurs jours. Donc je vais me méfier de cette position et je ne vais pas la suivre, hein. Donc c'est aussi pour vous montrer, hein, que c'est assez facile aussi, hein, de filtrer, hein, ce qui peut ressembler à des mauvaises idées. Et comme on le voit là, le stop, hein, a été frôlé de près, hein. On a marqué cette nuit, hein, un plus bas sur les 97,70 à 6 pips, hein, du stop, hein. Donc là, la banque peut être chanceuse, hein, et ça peut repartir à la hausse, elle peut arriver à bien s'en sortir. Je pense que si ça repart un peu à la hausse, elle mettra d'ailleurs à jour son objectif, hein, pour essayer de sortir vers l'équilibre et non sur les 99,50, hein. Mais en tout cas, hein, à ce stade, hein, ça ressemblait à une mauvaise idée, hein. Voilà pour cette position de court terme, hein, de Crédit Suisse, hein. Alors je rappelle aussi, hein, je souligne aussi que c'est une position de court terme. Moi je pense que personnellement que c'est moins grave quand une banque se trompe à court terme que quand une banque se trompe à moyen long terme, hein. C'est aussi ça qu'il faut souligner à décharge, hein. Petit tour sur les questions et je continue avec AUD-USD. Toujours pas de nouvelles questions, donc on va passer à AUD-USD. C'est une position qualifiée de moyen terme par la banque qui en a parlé, hein. C'est le Crédit Agricole, position qui date du 25 juillet, un ordre de vente à 74,82. Alors comme ça date du 25 juillet, je vais aussi pointer le jour, hein, pour qu'on voit quand la banque a pris position. On est passé sur le seuil deux fois, hein, le 25 juillet, donc c'était soit là, soit là. Il faudrait que j'aille voir nos archives, hein, pour voir exactement à quel moment la position a été prise, mais en gros elle a été prise là, hein. Donc une position vendeuse sur AUD-USD qui se révèle pour l'instant perdante, hein. On va voir où est le stop. Le stop est à 76,40. Et l'objectif est à 72,40. Bon alors là sur la gestion du risque, on est toujours correct, mais on voit que ça commence à être un peu plus cavalier, hein. On a un ratio de risque, hein, qui devient quand même un peu dangereux, hein, avec un stop à 76,40 et un objectif à 72,40, hein. On le voit visuellement, hein, il n'y a pas besoin de sortir la calculette, hein. On voit que la différence entre le stop et la limite par rapport au cours actuel, hein, n'est pas si flagrante que ça. Donc déjà, première petite alerte, hein. Ce qu'on voit par contre, hein, ce qui nous protège, hein, c'est qu'on voit que là on marque clairement une résistance sur les 75,50, hein. Donc là on a quand même ce seuil, hein, qui plaide toujours en faveur de la baisse, hein, sur AUD-USD. Bon, ça c'est un peu mon avis personnel, mais c'est vrai que là pour l'instant, pour ceux qui auraient suivi la position, il n'y a pas trop à s'inquiéter, hein. On est protégé même si on est en perte latente, hein, on est protégé pour l'instant par la résistance des 75,50, hein. C'est vrai qu'il faudra s'inquiéter davantage si on passe au-dessus. Mais pour l'instant, c'est une position, hein, qui peut toujours se révéler gagnante, hein. En ce qui concerne le stop, si on veut le justifier d'un point de vue graphique, on voit que ça correspond à peu près au dernier sommet. Mais bon, c'est vrai que si on aurait voulu baser ce seuil, hein, vraiment sur les derniers sommets,
on l'aurait mis juste au-dessus, et là la gestion du risque aurait commencé à être vraiment mauvaise. En ce qui concerne l'objectif, il ne correspond pas non plus de façon flagrante à un seuil important. Bon, là on voit bien qu'il y a dans cette zone, autour des 72-40, quelques points de contact, mais c'est pas aussi flagrant que dans certaines positions auxquelles on a affaire dans le portefeuille des banques. Donc là, voilà, c'est typiquement le type de position où on se dit, où on peut arriver à trouver quelques critiques. Ça peut être, on peut décider de la mettre entre guillemets en attente. Je rappelle que c'est une position de moyen terme, donc on n'est pas vraiment obligé de la suivre au moment où la banque le décide. C'est des objectifs qui se comptent en centaines de pips, donc c'est pas très grave si on attend nos propres confirmations et qu'on rentre quelques dizaines de pips après ou avant la banque. Donc c'est toujours un conseil qui peut être intéressant. Mais là c'est vrai qu'il est de façon d'un point de vue graphique plus difficilement justifiable, et surtout qu'il s'affiche pour l'instant en perte latente. Voilà pour AUD-USD, une position qui nous venait du Crédit Agricole. La dernière position récente que je voulais mettre en lumière avec vous concernait USD-CAD. On est sur du moyen terme. La banque c'est Citi, le cours d'entrée c'est 1,3145 et le sens est acheteur. L'objectif est à 1,3450. On va peut-être passer en données H4. Voilà. L'objectif et le stop 1,3025. Voilà. Donc voilà, moi personnellement je suis plus à l'aise quand je vois un stop qui ressemble à ça que précédemment. Donc là déjà le filtre entre guillemets de la gestion du risque est validé. C'est une position qui a été enregistrée hier, je le rappelle, position acheteuse sur USD-CAD. Là pour l'instant on est donc en léger gain, une vingtaine de pips. Pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors on va s'intéresser au stop. Le stop, effectivement, il correspond à plusieurs points importants dans l'actualité récente, ici notamment, et puis surtout ici, plus récemment et plus précisément, ce seuil des 1,3025. Donc un stop qui se justifie d'un point de vue graphique. Et aussi, on peut considérer que si on retourne dans les 1,3025, là on voit que on avait une évolution plus ou moins en range sur une dizaine de jours. On voit qu'on est difficilement sorti par le haut du range. On prend appui là sur l'ancienne borne haute du range. Si on retourne sur les 1,3025, on pourra considérer qu'on est revenu dans le range. Donc ça fait une raison de sortir de la position. Donc en plus de l'importance du seuil, du point de vue des points de contact, il y a l'importance du seuil vis-à-vis du range. C'est vrai que si on retourne sur les 1,3025, on pourra parler de retour dans le range, et dans ces cas-là, la position acheteuse ne se justifiera plus. Donc là, moi j'aurais tendance à valider le stop. En ce qui concerne l'objectif, 1,3450, on va reculer un peu pour voir. Donc là, ça correspond pas à grand chose d'un point de vue graphique. Ça correspond assez précisément au sommet du 29 septembre 2015. Mais bon, ça c'est peut-être un hasard, vu qu'on est remonté quand même pas mal loin. Donc là voilà l'objectif plus difficile à trouver. La justification graphique, mais en tout cas pour l'instant on est sur une position gagnante, et comme je vous l'ai dit, d'après moi, la réflexion globale, la stratégie globale que déroule la banque, c'est une sortie par le haut du range. On voit qu'on reprend appui sur l'ancienne borne haute du range, donc ça peut se justifier comme ça.
Alors, je vais maintenant passer sur les questions. Alors, on me demande s'il n'y a pas de recommandations sur des actifs autres que les devises. Si les banques s'expriment sur plusieurs actifs, simplement nous, on est plutôt spécialisé sur le Forex, donc c'est surtout à ça qu'on s'intéresse. Et il arrive malheureusement que les banques soient assez compartimentées dans leur service d'analyse et que les analyses et les conseils Forex ne viennent pas des mêmes services que des analyses pour indices ou pour actions. Donc du coup, c'est pas les mêmes sources et ça serait un travail totalement différent pour nous de collecter des conseils de banque sur des indices ou carrément des titres. Donc c'est pour ça qu'on se spécialise sur le Forex. De toute façon, c'est notre expertise de base, le Forex. Donc on se cantonne à ça également sur les portefeuilles, sur le portefeuille des banques. Elle donne alors on me repose la question, si on me demande si les banques donnent des informations sur les actions, ou si vous les cherchez, vous trouverez des banques s'exprimer sur les actions et les indices, mais je le répète, c'est parfois des services différents de ceux qui émettent les conseils de Forex. Donc du coup, nous, notre travail, c'est dans le portefeuille des banques. Alors dans la première partie, c'est un travail de collecte. C'est ça qui est le plus difficile dans notre travail. C'est peut-être pas un travail très glorieux, mais il faut le faire et c'est assez difficile. C'est le collecte de conseils, cette centralisation de tous les conseils. Donc ça, c'est vraiment le travail le plus difficile, et s'ouvrir à d'autres actifs, ça serait pas réaliste. Et donc le second travail ensuite de notre équipe, c'est bien sûr de travailler sur ces conseils pour en tirer entre guillemets la quintessence. Voilà. Mais sinon, nous, on s'occupe pas de ça, mais c'est vrai que je pense que c'est possible de trouver le même genre d'informations pour les actions. Mais par contre, vous trouverez certainement pas de service comme le nôtre qui rassemble et compile des positions conseillées par les banques sur les actions. On me demande si ces informations fournies par les banques sont fiables. Oui, c'est tout à fait fiable. C'est des banques, c'est des conseils tout simplement. Donc il n'y a pas à se méfier de savoir si c'est fiable ou pas. Je vous le rappelle, c'est pas des informations secrètes sur ce que font les banques pour leur propre compte sur le Forex. Le but, c'est pas de se dire on a telle banque qui va intervenir sur tel seuil, donc ça va faire bouger les cours. Le but, c'est simplement d'avoir un réservoir de conseils, peu importe que ça soit des banques. Donc, bien sûr, c'est intéressant parce qu'elles ont quand même une expertise en la matière, mais si vous voulez, on pourrait très bien imaginer le même type de service avec une équipe de 30 traders indépendants qui donnent chacun leur avis sur des paires de devises. Le principe, c'est plus ça. Il faut surtout pas se dire telle banque a conseillé l'achat sur tel seuil, donc elle va se positionner à tel seuil, donc ça va faire bouger les cours. C'est surtout pas l'utilisation qu'il faut faire du portefeuille des banques. Le portefeuille des banques, son avantage, c'est que c'est un réservoir de conseils swing et moyen terme. C'est difficile de trouver des conseils swing et moyen terme, donc on se tourne vers les banques pour avoir ce réservoir. Et derrière, on a un travail d'analyse statistique et technique et tout simplement d'analyse des marchés à faire pour valider ces conseils et les passer sur notre portefeuille réel. Donc voilà, je tiens vraiment à préciser ça, c'est pas des informations secrètes de salle de marché, c'est tout simplement des informations qu'on glane sur Internet de façon plus ou moins publique. Voilà, alors je passe sur les questions. Quel est l'intérêt pour les banques de publier leur prise de position ? Déjà, toutes les banques ont des services de recherche économique, ça fait partie de leur communication. On n'est pas une banque sérieuse si on n'a pas un service de recherche économique, et on n'est pas un chercheur sérieux si on n'a pas de publication. Donc forcément, pour être crédible vis-à-vis de leur expertise des marchés, les banques sont obligées de publier de la recherche économique et technique et de montrer quelle est sa réflexion sur les marchés. Donc premièrement, c'est un objectif, je pense, de communication. Ça fait partie de la communication des banques, d'essayer de démontrer leur expertise des marchés en diffusant de la recherche économique. C'est à mon avis ça
l'intérêt principal. C'est aussi peut-être tout simplement parfois des services qui sont destinés à leurs clients, c'est-à-dire qu'une banque, pour fidéliser ses clients, elle peut lui envoyer des conseils, forcément si ces conseils sont gagnants, le client va être content et continuer à travailler avec cette banque. Donc on peut imaginer plusieurs raisons pour les banques de diffuser ces conseils, mais encore une fois, je rappelle, l'intérêt c'est pas d'essayer de s'engager dans une analyse de potentiel complot des banques sur le Forex. L'idée c'est tout simplement d'avoir un réservoir d'idées de trading et on va opérer notre propre analyse par-dessus ces conseils des banques pour pouvoir les valider ou non. Donc c'est simplement un point de départ ces conseils. On conseille pas de suivre aveuglément les conseils des banques parce qu'ils proviennent des banques. C'est pas du tout ça la philosophie du service. Alors, comment s'est passé le crash de la devise CHF en 2006 par rapport au Conseil des banques en 2006 alors, je ne sais pas de quoi vous parlez en janvier 2006. Là, faudrait que je remonte plus précisément. En 2006, de toute façon, le service du Conseil des banques n'existait pas. Professeurforex.com n'existait même pas. Donc là, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Par contre, ce qui s'est passé quand il y a eu l'abandon du plancher Euro CHF, il y a eu voilà, c'est ça que vous me parliez, l'abandon du plancher. Je pense que vous me parlez de l'abandon du plancher Euro CHF. Il n'y a pas eu de catastrophe sur les performances des banques dans le portefeuille des banques et vous pouvez encore une fois aller le vérifier sur notre espace membre. Je rappelle qu'on est très transparent sur les performances des banques. De toute façon, on n'a pas à les défendre ou en avoir honte. Ces conseils ne viennent pas de nous, ils viennent des banques. Nous, notre travail, c'est de les collecter et de les diffuser et justement d'essayer d'améliorer les choses en faisant une sélection intelligente de ces conseils. Donc, avec des offres d'essai ou en contactant notre service de support, vous pouvez tout à fait avoir accès au tableur Excel détaillé de notre suivi interne des performances des banques et aller fouiller exactement quelle a été la performance des banques pendant l'abandon du plancher Euro CHF. Je tiens aussi à noter que Euro CHF, c'est pas une paire pour laquelle on a beaucoup de positions dans le portefeuille. On était exposé à l'abandon du plancher de la BNS via USD CHF, mais la première paire concernée avait pas de position en cours dans le portefeuille. Donc voilà. Alors, on en arrive à à un peu plus d'une heure, 1h30 m'était alloué. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous souhaiteriez revenir sur ce webinaire? Alors, je passe bien sûr les questions d'où proviennent ces banques, d'où proviennent ces conseils, est-ce que c'est fiable, etc. J'ai expliqué que justement, faut partir du principe que c'est pas fiable. Il faut utiliser ses propres compétences d'analyste et de trader pour pouvoir trier, faire un tri dans ces conseils et tout simplement arriver à tirer des performances intéressantes, bien que les performances brutes soient déjà intéressantes. On en a parlé dans d'autres webinaires, mais en 2015, c'est 15 000 pips, un peu plus de 15 000 pips au total qui ont été encaissés sur le total de toutes les positions du portefeuille. Bon là en 2016, c'est moins reluisant. C'est moins reluisant. La performance totale depuis le début de l'année, c'est 310 pips, mais c'est tout à fait possible que ça remonte d'ici la fin de l'année, comme on l'a vu l'année dernière. Je vous le rappelle, 15 000 pips d'encaissés sur le début de l'année pour le total des conseils. Donc c'est aussi tout simplement l'historique de notre compilation de conseils parle d'elle-même. On peut se méfier des conseils des banques, mais nous on s'est contenté de compiler, diffuser et suivre la performance des conseils des banques en 2015.
on a débouché sur une performance de 15 000 pips. Donc forcément, il y a quelque chose à tirer de ça, hein, quelle que soit la raison pour laquelle ces banques donnent des conseils. En trading, comme dans tout business, la principale mesure de la réussite, c'est la bottom line, c'est combien on a gagné. Donc peu importe que ces conseils proviennent des banques, peu importe la raison d'émission de ces conseils, peu importe ce qui se cache derrière, si on arrive à se débrouiller pour en tirer des gains, moi j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de raison de ne pas voir ça comme une bonne chose. Alors, on me demande de donner des exemples récents, soit aujourd'hui, soit hier. Pour aujourd'hui, là, il faudrait que c'est encore assez tôt le matin, donc je ne sais pas si le portefeuille a été mis à jour. Par contre, pour hier, je vous en ai présenté des positions. Alors, la GBP USD que je vous ai présentée, elle a été enregistrée hier. La USD CHF, elle a été enregistrée hier. Et la USD CAD, elle a été enregistrée hier également. Donc 3 des positions sur les 5 qu'on a étudiées ensemble ont été enregistrées hier. Donc vous en avez déjà des récentes. Et encore une fois, je rappelle que déjà ce service est accessible gratuitement aux clients FXCM, mais justement pour que les gens qui sont intéressés par ce service puissent analyser les performances de façon détaillée à tête reposée, on a une offre d'essai de 7 jours qui vous permet sans aucun engagement d'aller naviguer pendant 7 jours sur le site comme un client et donc d'avoir accès à l'historique détaillé des performances. Alors là j'arrive à court de vos questions, je suis en train de naviguer sur vos questions. Alors, les banques donnent l'information de clôture de leur position ou d'invalidation, on me demande. Oui, bien sûr. Alors les banques, à la base, on entre rarement un conseil dans le portefeuille quand il n'y a pas seuil d'entrée, bien sûr, et puis stop et limite. Donc déjà, de toute façon, si une position est passée, on a déjà des cours de clôture potentiels avec le stop et la limite. Ensuite, pour les positions qui sont tenues un certain temps, effectivement, les banques mettent à jour les clôtures de position. Et nous, à chaque fois qu'on met à jour le portefeuille des banques, on envoie des alertes email à nos clients. Et j'ajoute par-dessus ça que la quasi-totalité des positions qui entrent dans le portefeuille des banques ont été précédemment des ordres limites en attente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous ai présenté des positions ouvertes dans le portefeuille des banques, mais on a ce portefeuille des banques qui est composé de 2 tableaux. D'un côté, les positions ouvertes et de l'autre côté, les positions en attente. La plupart des positions, c'est avant des ordres limites. Donc on sait à quel seuil la banque a prévu d'entrer. Donc vous pouvez très bien, vous-même, pour suivre les conseils, enregistrer sur votre plateforme de trading l'ordre limite, et vous aurez en gros même pas besoin d'être prévenu de son déclenchement, vu que le seuil de déclenchement est prévu à l'avance. Vous avez juste à être à l'écoute des mises à jour du portefeuille des banques pour savoir quand les banques changent leur stop et leur limite. Mais théoriquement, si vous suivez une des positions des banques, vous avez déjà le stop ou la limite au moment où vous passez la position, et ensuite vous avez qu'à le mettre à jour en fonction des mises à jour de la banque. Donc en gros, vous n'avez même pas à être prévenu. Si vous suivez ces conseils, vous le voyez directement sur votre compte de trading, et vous pouvez bien sûr le vérifier sur votre espace membre portefeuille des banques PFX Premium. On me demande pourquoi les banques ne jouent pas sur le DAX. Si, elles jouent sûrement sur le DAX. Alors jouer, c'est un terme déjà que je valide pas trop en termes de trading. On joue pas, on travaille sur le Forex. Permettez-moi, sur les marchés, permettez-moi l'expression. Donc il y a toujours un côté casino quand on dit jouer. Donc oui, elles interviennent sur le DAX, elles fournissent des conseils sur le DAX, mais j'expliquais précédemment que nous, on a choisi de se concentrer sur le Forex. Notre site s'appelle professeurforex.com. Il y a une certaine logique à se concentrer sur le Forex, et surtout j'expliquais que les sources sont parfois différentes en fonction que ce soit pour le Forex ou alors pour les indices et les actions. Donc du coup, ça serait double travail pour nous pour pas avoir beaucoup plus de conseils de s'ouvrir aux indices.
Alors on me redemande si les banques bougent leur stop. Oui, parfois, et et en général elles le bougent pas 2 pips avant le stop, hein. Elles le bougent des dizaines de pips avant le stop, hein. Je rappelle qu'on parle de conseils de swing trading et de moyen terme, hein. Il y a rarement des choses pressées sur le portefeuille des banques, hein. Donc elles bougent parfois leur stop, hein, mais vous avez largement le temps d'être prévenu, d'avoir une alerte à ce propos, hein, et donc de pouvoir agir en fonction. On me demande si c'est des positions de couverture ou de spéculation. J'ai envie de répondre spéculation parce que c'est des conseils, hein. La plupart, c'est des conseils donnés à leurs clients, hein. La plupart de ces positions, c'est des conseils diffusés par les banques, les résultats de leurs recherches économiques et techniques et de leurs prévisions, hein. Donc c'est plutôt, hein, des positions, hein, qu'on peut considérer comme spéculatives. Et on me demande si les banques, hein, bougent parfois leur stop à zéro. Oui, c'est possible, hein, si elles prennent une position, que ça se révèle être une mauvaise idée, qu'elles ont une frayeur, hein, avec un stop qui est frôlé et qu'ensuite ça remonte, hein, elles peuvent décider de sortir à l'équilibre, hein, et de passer à autre chose, hein, plutôt que de persister, hein. Donc oui, ça arrive tout à fait, hein, que des banques, hein, conseillent de sortir à l'équilibre après s'être trompé et après avoir frôlé un stop, hein, tout simplement. Alors, je rappelle, hein, que je suis encore disponible, hein, pour vos questions. Je vais repasser sur les diapositives, hein. Vous avez le même graphique sous les yeux depuis un moment. Je profite, hein, en attendant de voir si vous avez d'autres questions, de vous rappeler, hein, bon, ça je l'ai dit plusieurs fois, hein, que vous pouvez tester ce service gratuitement pendant 7 jours, hein. Au moins ça vous permet de voir de quoi ça a l'air, hein, d'accéder à l'espace membre privé, hein, de naviguer dessus, hein, de voir ce que nos clients et les clients FXCM qui en bénéficient gratuitement, hein, ont sous les yeux. Je rappelle également que si ces positions des banques vous intéressent, hein, vous pouvez nous retrouver tous les lundis à 16 h sur la salle de Trading Live de DailyFX, hein. Ce qu'on fait, c'est que tout simplement on passe en revue l'intégralité du portefeuille, position en cours et position en attente, et on pointe, hein, sur les graphiques, hein, les positions les plus récentes. Alors, j'ai des questions qui arrivent. Est-ce que les grandes banques chinoises fournissent aussi ces informations? On a quelques banques chinoises, notamment UOB. On l'avait mise en lumière, hein, comme une des banques, hein, les moins performantes, hein, sur le mois dernier. Donc peut-être pas très intéressant, mais oui, on a des banques chinoises, des banques japonaises, des banques du Pacifique, des banques américaines, des banques européennes, hein, à peu près toute la planète est représentée, hein. Et la banque chinoise, hein, je ne sais pas si je l'ai précisé, c'est UOB, hein, la banque chinoise UOB, qui envoie le plus de conseils. C'est d'ailleurs une banque, hein, qui est plutôt spécialisée dans les conseils de court terme, hein, c'est-à-dire les positions, hein, les positions qui sont tenues sur quelques jours, hein. Donc c'est aussi, hein, ça explique aussi, hein, que ces performances soient très volatiles, hein, puisque elles travaillent sur le court terme, hein. C'est quand même quelque chose de plus risqué, hein. J'en profite aussi, hein, comme vous le voyez à l'écran, hein, pour vous préciser que notre partenariat avec FXCM, hein, vous permet non seulement de bénéficier d'un abonnement d'1 an au portefeuille des banques, mais aussi, hein, d'obtenir, hein, notre formation Université du Forex, qui reçoit vraiment beaucoup de commentaires positifs, hein. Alors c'est pas une formation où on apprend des techniques miracles, hein. C'est une formation qui est très pédagogique. Le but, hein, c'est vraiment d'avoir des bases indiscutables, hein, en termes de trading forex, et d'en savoir assez, mais juste assez, hein, pour démarrer son activité de trading, hein, et commencer à acquérir de l'expérience, hein. C'est vraiment quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, et j'insiste, hein, sur le fait que c'est pas le contenu de la formation, hein, qui est sa particularité. Sa particularité, c'est vraiment sa pédagogie, hein. C'est pas du tout un catalogue de techniques de trading, hein. C'est vraiment une méthode pédagogique complète, hein, qui part, hein, du vocabulaire de base, hein, jusqu'à la construction et le suivi de méthodes de trading. On arrive à faire ça en 12 heures de vidéo, et c'est offert, hein, également aux clients FXCM. Rien à voir avec les positions des banques, hein, mais c'est toujours intéressant
de le savoir. Ah oui, alors on me dit, est-ce qu'on a des banques russes sur le rouble? Non, le rouble, on ne le suit pas. Et effectivement, hein, on n'a pas de banque russe, hein, dans le portefeuille des banques. Il faudrait qu'on s'y intéresse, hein. C'est vrai que les banques russes, hein, elles publient, elles ont aussi, hein, des services de recherche, mais peut-être qu'on va se confronter au problème de l'alphabet cyrillique parfois, hein. On va voir, hein, comment ça se passe. Alors, on me demande, hein, comment ça se passe quand on est client FXCM, hein. Tout se passe directement auprès de votre conseiller FXCM, hein. Donc si vous souhaitez bénéficier de nos services, hein, en tant que client FXCM, hein, c'est votre conseiller FXCM qu'il faut contacter, hein. Les demandes nous parviennent, hein, directement de FXCM, hein. Évidemment, nous, on n'a pas accès aux fichiers de FXCM et on ne peut pas vérifier que vous soyez client ou non, hein. Donc c'est effectivement par votre conseiller FXCM que tout doit passer. Voilà, alors je pense avoir épuisé le stock de questions, hein. Vous allez donc avoir un petit break, hein, de 15 minutes avant la prochaine intervention, hein, de cette journée exceptionnelle de conférence DailyFX, hein. Donc, hein, je vous invite à venir consulter ça, hein, à 10h30, hein. Vous avez la prochaine intervention. Alors, excusez-moi une seconde. Voilà. Alors, la prochaine intervention de cette journée de conférence DailyFX, hein, ça va être un débat, hein, sur les perspectives des marchés boursiers pour la fin de l'année, hein. Ça va démarrer donc à 10h30, hein, d'ici 15 minutes, hein. Je vais donc bientôt vous quitter, hein. Dernière chance si vous avez encore des questions, hein. Je vais rouvrir le panneau de questions de mon côté. Voilà, bon, on me remercie et puis on me dit que c'était intéressant, hein, donc j'en suis très heureux, hein. Je rappelle que vous pouvez avoir le même genre de webinaire, hein, tous les lundis à 16h sur la salle de trading de DailyFX, hein. Donc ne loupez pas ce prochain... alors, est-ce qu'il faut être client FXCM pour avoir accès à nos services? Il faut être client FXCM pour avoir accès à nos services gratuitement. C'est-à-dire que les clients FXCM, hein, ont accès à nos services gratuitement, hein. Si vous n'êtes pas client FXCM, c'est des services qui sont tarifés. Voilà, donc je vais vous souhaiter une très bonne journée, hein, dans cette journée de conférence en direct, hein, FXCM et DailyFX. Je vous rappelle, un prochain rendez-vous 10h30, hein, un débat, hein, sur les perspectives des marchés boursiers pour la fin de l'année, hein. Ça va intéresser quelques-uns, hein, vu que vous m'avez posé des questions sur d'éventuels conseils sur indices, hein. C'est justement de ça qu'on va parler, hein, dans la prochaine intervention de ces journées de conférence. Encore une fois, bonne journée à tous, bonne semaine et rendez-vous lundi à 16h, hein, si vous voulez entendre parler des positions des banques sur le Forex.